Lors de l'été torride de l'an 479 avant Jésus-Christ, les jardins de Persépolis n'étaient pas seulement une scène de célébration, ils étaient un masque. Un masque fait d'or, de parfums et de musique, conçu pour dissimuler la plaie ouverte de l'Empire. Pendant 7 jours et 7 nuits, le palais royal se transforma en un théâtre où la grandeur perse devait briller plus fort que les défaites récentes. Xerxès Ier, le roi des rois, revenait de sa campagne ratée contre la Grèce. Il avait perdu à Salamine, avait été humilié à Platée, mais ne pouvait se permettre de montrer de la fragilité. Pour un monarque dont le pouvoir était absolu, admettre une erreur équivalait à détruire le mythe qui le soutenait. C'est pourquoi ce banquet n'était pas une fête, mais une déclaration. L'Empire restait intact, et lui aussi. Des milliers d'invités de toutes les satrapies affluèrent dans les salles colossales, décorées de tissus babyloniens et d'or de Lydie. Les fontaines ne déversèrent pas de l'eau, mais du vin. Les musiciens jouaient des mélodies venues de terres conquises, tandis que des danseuses évoluaient parmi des colonnes qui semblaient soutenir le ciel lui-même. Mais l'abondance avait un but, distraire, éblouir, anesthésier. Dans chaque coupe levée, dans chaque applaudissement exagéré, se cachait l'ombre de l'échec militaire. Et au centre de tout, assis sur son trône surélevé, Xerxès observait, souriait et buvait pour oublier. Cependant, les empires ne chutent pas à cause des armées ennemies. Ils chutent à cause de décisions qui semblent insignifiantes au moment où elles sont prises. Et cette décision commença le 3e jour du banquet, lorsque le roi, enivré non seulement par le vin, mais aussi par son sentiment d'omnipotence, posa son regard sur une silhouette juvénile qui dansait parmi les invités. C'était Amestris, sa fille de 14 ans. Une enfant transformée en ornement, en symbole, en pièce du mécanisme palatial. En cet instant fugace, tandis que la musique s'élevait et que la cour célébrait, le destin de la jeune fille fut scellé sans que personne ne s'en aperçoive. Pour comprendre ce qui était sur le point d'arriver, il faut saisir ce que signifiait être le roi des rois. Xerxès gouvernait des territoires s'étendant de la Libye à la vallée de l'Indus et de la Thrace à l'Éthiopie. La volonté du monarque était loi, non par décret, mais par nature. Les Perses n'obéissaient pas au roi, ils respiraient sous lui. Et dans cette atmosphère où le pouvoir n'avait pas de limite, où la parole d'un homme valait plus que des millions de vies, n'importe quel caprice pouvait se transformer en tragédie. Le banquet continuait, les coupes se remplissaient, les rires s'élevaient comme s'ils voulaient toucher les étoiles. Mais là, entre colonnes et ombres, quelque chose de plus profond se déroulait. L'histoire avançait silencieusement vers un carrefour. Parfois, les grands désastres commencent ainsi, par un petit geste presque banal, qui plus tard se révèle être le premier coup du destin. Et pour Amestris, ce coup était sur le point de tomber. Amestris était née loin des projecteurs du trône, bien que son berceau fût fait de soie impériale. Elle n'était pas la fille de la grande reine du palais, mais d'une concubine d'origine bactrienne, une femme dont la présence dans les chroniques apparaît à peine en fragments. Cependant, cette provenance ne diminua en rien la façon dont la cour percevait la fillette. Dès son plus jeune âge, sa beauté attira l'attention dans un environnement où l'esthétique était presque une science. Les Perses cultivèrent l'harmonie comme expression de pouvoir, et au sein du harem royal, l'apparence d'une princesse était aussi importante que sa lignée. Amestris grandit ainsi, entourée d'art, de parfums et de protocoles, apprenant dès le premier jour que sa vie ne lui appartenait pas. Le harem impérial n'était pas un espace de plaisir, comme le roman sont souvent les récits ultérieurs. C'était une machine soigneusement contrôlée, où chaque femme avait une place désignée et chaque action était régulée par des normes invisibles. Dès qu'elle commença à marcher, Amestris fut instruite par des eunuques et des concubines plus âgées. Elle apprit la danse, la musique, la poésie, la broderie fine et la bonne manière de se déplacer, de sourire et de parler pour ne vexer personne. C'était un dressage élégant, mais cela restait un dressage. Là, entre rideaux lourds et patios silencieux, l'enfance se transformait en un rituel de plus du palais.
Pour une princesse perse, grandir signifiait devenir un symbole. Les hommes de l'Empire menaient des batailles, signaient des traités, gouvernaient des provinces. Les femmes, en revanche, représentaient des alliances. Leurs mariages étaient des ponts entre satrapies, des outils politiques, des promesses scellées avec du sang noble. La cour entière le savait. Xerxès le savait aussi. Même si, en tant que père, il tentait d'adoucir cette réalité en gardant Amestris à ses côtés, plus longtemps qu'il ne le faisait avec ses autres filles. Il les envoyait loin quand venait l'heure de leurs engagements dynastiques. Mais Amestris, il la retenait, s'excusant toujours avec des caprices ou des nécessités rituelles. À première vue, cela semblait un geste d'affection. Mais l'histoire démontre que parfois, l'affection excessive n'est qu'une autre forme de contrôle. Les historiens modernes se demandent souvent si Amestris comprit le poids de son nom. Dans les textes perses les plus anciens, elle est décrite comme une jeune femme au regard tranquille, disciplinée et aimable. Rien dans ses portraits ne suggère de rébellion. Elle semble plutôt avoir été une jeune fille qui grandit en croyant que son devoir était d'accepter. Cette acceptation façonnée depuis l'enfance explique pourquoi sa tragédie avança sans résistance visible. Quand quelqu'un est éduqué pour obéir, même les injustices les plus violentes peuvent sembler faire partie naturelle du destin. Mais entre les murs polis du harem circulaient aussi des rumeurs. Les concubines plus âgées disaient que Xerxès montrait une attention inhabituelle envers Amestris, qu'il l'appelait plus fréquemment, qu'il était trop fier de son talent et de sa beauté. Certains voyaient pas cela comme du favoritisme, d'autres comme un mauvais présage. Dans les empires où le souverain est la loi, ce qu'il aime peut facilement devenir ce qu'il sacrifie. Et cette prophétie silencieuse commença à se réaliser au moment même où la jeune femme apparut en dansant devant le roi pendant le banquet. Il l'observa avec fierté, oui, mais aussi avec l'inconscience de celui qui n'imagine pas qu'il est sur le point de livrer sa propre fille au destin le plus sombre du palais. Quand le banquet atteignit son 3e jour, l'atmosphère était déjà un mélange d'euphorie, de fatigue et de délire. Le vin coulait sans répit, et les musiciens répétèrent des mélodies qui semblaient résonner contre les colonnes, comme si elles étaient des prières prises au piège dans la pierre. C'est alors que Xerxès, enflammé par un dangereux mélange de fierté blessée et d'omnipotence théâtrale, se leva pour faire une annonce que seul un homme aveuglé par son propre mythe serait capable de prononcer. Il jura, devant toute la cour, d'accorder toute requête qu'un invité oserait lui formuler. Et il ne jura pas en vain. Il le fit en invoquant les dieux perses, ce qui rendait le geste irrévocable, presque sacré. À cet instant, la salle resta suspendue. Tous comprenaient le poids d'une promesse faite par un roi des rois. C'était plus qu'un mot. C'était une pierre lancée dans un lac politique où toute ondulation pouvait se transformer en raz-de-marée. Et parmi les présents, un seul vit dans ce serment une opportunité, Artaban. Artaban était un vétéran de plus de 60 ans, un homme qui avait servi le père de Xerxès, qui avait vu des empires s'étendre et reculer, et qui maintenant, dans sa vieillesse, cherchait quelque chose que les généraux craignent d'admettre, la sécurité. Il avait perdu 3 épouses, avait survécu à trop de campagnes et savait que, à la cour perse, un homme sans liens familiaux avec la royauté était un homme vulnérable. Son ambition n'était pas seulement politique, mais existentielle. Le mariage avec une princesse pouvait lui assurer une place permanente dans l'histoire, ou du moins dans la mémoire de l'Empire. Quand il se leva, le murmure de la salle s'éteignit. Non pas parce qu'il était aimé, mais parce que tous savaient qu'un homme comme lui ne parlait jamais sans calculer chaque mot. Il s'approcha avec la lenteur cérémonieuse d'un vieux prédateur et formula sa requête. Il désirait la main d'Amestris. Il le dit clairement, sans trembler, sachant que le roi ne pouvait se rétracter sans détruire l'image d'autorité absolue qu'il tentait encore de maintenir. Le silence qui suivit fut plus profond que la musique, plus lourd que les colliers d'or qui ornaient les nobles. Les présents savaient que cela était une violation de la coutume. Les princesses royales se mariaient rarement avec des sujets, et quand elles le faisaient, c'étaient de jeunes aristocrates, non des généraux vieillis dont les corps portaient plus de cicatrices que d'espoir. C'était une demande audacieuse,
presque insolente. Xerxès le comprit immédiatement. Son visage, selon les chroniques, perdit sa couleur. Ses mains s'accrochèrent au bras du trône comme si ce meuble était la seule chose qui pouvait empêcher son empire de s'effondrer là même. Il savait que s'il disait non, il serait accusé de faiblesse. Il savait aussi que s'il disait oui, il détruirait la vie de sa fille. Entre le devoir et le cœur, entre le mythe et l'homme, il choisit le mythe. Il aurait pu chercher une issue diplomatique. Il aurait pu arguer que la requête était impropre ou contraire au rituel sacré. Mais la défaite en Grèce le poursuivait comme une ombre. Xerxès avait besoin de montrer qu'il n'avait pas perdu le contrôle, même si cela signifiait livrer sa fille comme trophée politique. Finalement, après un silence qui sembla éternel, il prononça un seul mot qui résonna comme une sentence. « Accordé ». À ce moment-là, la cour respira de nouveau, mais Amestris, bien qu'elle ne le sût pas encore, cessa d'être une enfant. Son destin avait déjà été consommé par un pacte né de la vanité d'un roi et de l'ambition d'un soldat. 3 mois après cette requête publique que personne n'osa remettre en question, Persépolis se prépara pour un événement qui, en apparence, devait être glorieux. Le mariage d'une princesse royale. Les rues proches du palais furent ornées de tissus teints en pourpre. Les artisans travaillèrent sans relâche pour polir des bijoux destinés à une mariée qui comprenait à peine ce qui allait se passer. Et les messagers portèrent la nouvelle dans toutes les satrapies, comme s'il s'agissait d'un événement digne de célébration. Mais ceux qui vivaient à l'intérieur du palais savaient que cette cérémonie n'était pas une fête. C'était un enterrement silencieux. Amestris, à 14 ans à peine, fut vêtu de soie qui pesait plus que son propre corps. Chaque pièce de la tenue représentait une richesse incalculable, mais aussi une charge symbolique. L'or sur ses épaules était en réalité la responsabilité qui lui était imposée. Les bracelets à ses poignets étaient des menottes déguisées en ornements. Les chroniques la décrivent marchant comme une marionnette soigneusement entraînée, obéissant aux gestes de ses accompagnatrices, sans montrer la moindre émotion sur son visage. Elle ne pleura pas, ne protesta pas, ne supplia pas. Elle avait appris dès l'enfance que les princesses n'avaient pas le droit de dire non. Artaban, de son côté, rayonnait d'une satisfaction presque offensive. Pour lui, ce mariage n'était pas une union, mais une conquête. Sa posture rigide et son regard victorieux donnèrent l'impression qu'il recevait un trophée gagné après une longue campagne. À plus de 60 ans, il prenait la main d'une enfant qui aurait pu être sa petite-fille, et pourtant il se sentait légitimé. La cour voyait la scène avec un mélange de résignation et de répulsion, car bien que l'inégalité d'âge ne fût pas rare dans l'Antiquité, ce cas dépassait toutes les limites acceptables, même pour les standards de l'époque. La musique jouait, mais sa joie était feinte. Les danseuses bougeaient, mais leurs yeux se détournaient vers la jeune princesse qui semblait s'évanouir sous le poids du destin. C'était comme si tout le palais jouait un rôle pour cacher la vérité. Que ce mariage n'était pas un pacte, mais une sentence. Dans un coin du salon, quelques concubines murmuraient, regrettant le destin de la jeune femme. Elles savaient mieux que quiconque ce qui attendait Amestris. Isolement, contrôle et la perte totale de son autonomie. Le harem, bien que réglementé, offrait une certaine protection collective. Mais la maison d'un époux qui souhaitait l'utiliser comme un marchepied politique serait, pour elle, une cage sans barreaux visibles. Les tensions retombaient aussi sur Xerxès. Le roi assistait à la cérémonie avec une expression dure, presque pétrifiée. Il avait sacrifié le bonheur de sa fille pour sauver sa propre image, et bien qu'il tentât de le justifier comme une décision politique nécessaire, la présence d'Amestris devant l'autel faisait trembler les failles de pensée qu'il s'efforçait de dissimuler. Le silence entre le père et la fille le jour de ce mariage était si lourd qu'on aurait pu le couper au couteau. Quand les vœux furent prononcés et l'union scellée, un soupir collectif parcourut la salle. Ce n'était pas du soulagement, c'était de la résignation. La cour savait qu'Amestris, à cet instant, avait perdu tout ce qu'une jeune personne possède, avenir, espoir et sa propre voix, pour entrer dans une vie qu'elle n'avait pas choisie. Et bien que les registres parlent de bijoux, de musique et de festins, la vérité était que ce jour-là, la princesse ne s'est pas mariée, mais qu'elle a été livrée.
Les premiers mois suivant le mariage révélèrent la réalité que le luxe de la cérémonie avait tenté de dissimuler. Amestris fut conduite dans les appartements d'Artaban, un ensemble de pièces spacieuses, certes, mais imprégnées d'une solitude glaciale. Là, loin des rires timides de ses sœurs et du murmure protecteur des concubines plus âgées, la jeune femme découvrit ce que signifiait être prisonnière sans chaîne visible. Artaban imposa dès le début des règles strictes. Elle ne pouvait visiter sa famille, ne pouvait envoyer de messages sans supervision, ne pouvait se promener dans le palais sans permission. La fille du roi des rois devint, du jour au lendemain, une ombre piégée sur le territoire d'un homme qui voyait en elle un instrument, non un être humain. Dans la culture perse, les femmes de la famille royale dépendaient profondément des liens féminins pour survivre émotionnellement. Les mères, sœurs et tantes formaient des réseaux silencieux de soutien au sein du harem. Amestris, maintenant isolée, fut dépouillée de ce soutien essentiel. Les sources décrivent sa perte progressive de vitalité. La jeune femme qui dansait auparavant lors des banquets commença à se mouvoir avec la rigidité de quelqu'un qui vit en mesurant chaque pas. Ses sourires, soigneusement entraînés durant l'enfance, disparurent de son visage. Artaban, quant à lui, était obsédé par un unique objectif: produire un héritier de sang royal. Pour un homme comme lui, dont le pouvoir était toujours en péril, un fils descendant directement de la maison achéménide serait la garantie définitive de son ascension. Cette obsession le conduisit à consulter médecins, astrologues et prêtres. Des registres administratifs mentionnent des achats d'herbes, de toniques et d'offrandes rituelles dédiées à des divinités liées à la fertilité. En apparence, c'était une préoccupation pour l'avenir de sa lignée. En pratique, c'était la réduction d'Amestris à un ventre. La présence de médecins dans ses appartements, la pression constante pour concevoir, les rituels imposés sans son consentement, tout cela la plongea dans un état psychologique que les textes décrivent en termes austères, mais que nous reconnaîtrions aujourd'hui comme une anxiété et une dépression sévères. Son jeune corps devint un territoire politique. Son intimité fut abolie. Ce qui devait être un mariage, bien qu'imposé, se transforma en un projet biologique dont le succès déciderait de la valeur que l'époux lui attribuait. Les tentatives d'Amestris pour chercher de l'aide furent silencieuses. Des fragments de tablettes mentionnent des messages qu'elle tenta de faire parvenir à Xerxès, le suppliant d'intervenir. Mais le roi, prisonnier de sa fierté et de la nécessité de maintenir son image d'infaillibilité, ne répondit jamais. Chaque lettre restée sans réponse fut un rappel cruel. La personne qui pouvait la sauver choisissait de regarder ailleurs. Avec le temps, les serviteurs commencèrent à noter des changements inquiétants. Amestris mangeait de moins en moins, passait des heures assise à fixer un point précis sur le mur, parlait à peine. L'absence de liens familiaux et le poids des attentes l'érodaient de l'intérieur. Son existence se réduisit à un cycle de jours identiques, dans lesquels sa seule fonction était de satisfaire une ambition qui n'était pas la sienne. Dans ce palais qui se vantait de grandeur, une jeune princesse était dépouillée de sa volonté avec la même minutie que celle avec laquelle les artisans polissaient les pierres précieuses du trône. 3 ans après ce mariage imposé, l'annonce tant attendue par Artaban arriva enfin. Amestris était enceinte. Pour la cour, ce fut un motif de célébration discrète. Pour le général, un triomphe personnel qui confirmait sa stratégie. Mais pour la jeune femme, à peine âgée de 17 ans, la nouvelle tomba comme un sceau définitif sur son destin. Si elle donnait naissance à un fils, elle ne pourrait jamais quitter ce mariage. Son rôle serait fixé pour toujours. Mère d'un héritier, pièce indispensable sur l'échiquier politique qu'Artaban souhaitait dominer. Ce qui, dans d'autres familles, pouvait être un motif de joie, était pour elle une extension de la cage qui l'emprisonnait. Les chroniques mentionnent que pendant les mois de gestation, Amestris sombra dans un état mélancolique profond. Sa grossesse n'apporta pas de lumière à ses jours, mais plus d'ombre. Les serviteurs racontèrent que la jeune femme passait des heures à regarder par une fenêtre étroite qui donnait sur les jardins où elle avait dansé le jour du banquet fatal. Parfois, elle restait debout, immobile comme une figure sculptée, les yeux humides mais sans larmes visibles. D'autres fois, elle refusait la nourriture et devait être alimentée presque de force. Son corps grandissait pour abriter une nouvelle vie,
mais son esprit semblait se rétrécir, consumé par un sombre pressentiment. Quand le moment de l'accouchement arriva, la souffrance se prolongea pendant 2 jours complets. Les sages-femmes de la cour le documentèrent comme un travail épuisant et compliqué, une manière discrète d'admettre que la jeune femme était proche de la limite de ses forces. Quand l'enfant naquit finalement, les espoirs d'Artaban se heurtèrent à une réalité fragile. C'était un bébé faible avec des difficultés respiratoires dès les premières minutes. Les médecins recommandèrent une surveillance extrême et avertirent de la possibilité qu'il ne survive pas. Mais Artaban, aveuglé par son ambition, commença à planifier des cérémonies de présentation devant la cour, convaincu que le temps suffirait à renforcer le nouveau-né. 10 jours plus tard, la tragédie fut consommée. Le bébé mourut. Les tablettes médicales attribuèrent la mort à des problèmes respiratoires, une cause courante à l'époque. Mais dans les couloirs du palais commencèrent à circuler des rumeurs inquiétantes. Certains disaient qu'Amestris, consumé par la peur d'être lié à jamais à son époux, avait mis fin à la vie de l'enfant dans un acte désespéré. D'autres murmuraient que des serviteurs lui étant fidèles auraient ainsi permis à l'enfant de s'affaiblir sans recevoir les soins appropriés. Aucune théorie ne fut jamais prouvée. La seule chose que laissèrent d'aller ces rumeurs fut une question. À quel point une personne doit-elle être désespérée pour que son entourage considère un acte aussi extrême comme possible? Au-delà de la vérité, le fait était que la mort du bébé fut un point de rupture. Pour Amestris, cela signifia un mélange de douleur incommensurable et un répit de liberté teinté de culpabilité. Pour Artaban, ce fut une étincelle et un poison. Son désir d'avoir un héritier se transforma en suspicion, et la suspicion en fureur. Le général commença à regarder sa jeune épouse non pas comme une compagne, ni même comme une propriété, mais comme une ennemie potentielle. Et à partir de ce jour, l'obscurité qui enveloppait déjà leur mariage devint plus dense, plus dangereuse, plus insupportable. La mort du bébé ne brisa pas seulement le fragile équilibre au sein des appartements d'Artaban. Elle ouvrit une fissure qui se transforma rapidement en abîme. Le général, un homme habitué à voir des conspirations à chaque coin du palais, commença à être obsédé par l'idée qu'Amestris avait eu quelque chose à voir avec la tragédie. Peu importait l'absence de preuves, peu importait que la médecine de l'époque fût limitée, dans son esprit vieillissant et corrodé par l'ambition, la perte de l'enfant n'était pas l'œuvre du destin, mais d'une trahison. Et quand un homme puissant décide de croire en une trahison, son interprétation devient sentence. Les serviteurs commencèrent à percevoir des changements soudains dans l'atmosphère de la maison. On entendait des discussions étouffées derrière des portes closes, des pas lourds parcourant les couloirs à des heures intempestives, et des ordres brusques qui n'existaient pas auparavant. Les sources rapportent qu'Amestris commença à apparaître avec des marques sur les bras et le visage, toujours justifiées par des excuses maladroites des assistants d'Artaban. Mais dans une cour habituée à lire les silences, personne n'ignorait ce qui se passait réellement. Les coups ne laissaient pas de cicatrices éternelles sur la peau, mais ils en laissaient sur l'esprit. Et dans le cas d'Amestris, ces cicatrices invisibles grandissaient jour après jour. Avec le temps, la jeune femme cessa de lutter. Les textes la décrivent comme une figure évanouie, se déplaçant lentement dans sa chambre, mangeant seulement lorsqu'on l'y obligeait, se réveillant au milieu de la nuit sans reconnaître où elle se trouvait. Sa voix devint un murmure presque inexistant. Quand les serviteurs la coiffaient, il racontait que son regard se perdait en un point lointain, comme si son esprit s'était retiré dans un lieu où personne ne pouvait l'atteindre. Elle ne pleurait pas, elle ne protestait même pas. C'était comme si la volonté avait abandonné son corps, ne laissant derrière elle qu'une coquille fragile. Les nouvelles de sa détérioration parvinrent finalement aux oreilles de Xerxès. Le roi, pris entre la honte et la culpabilité, ordonna discrètement à Artaban de traiter sa fille avec plus de considération. Mais le pouvoir de la parole royale, dans ce cas, était ironiquement faible. Le même roi qui avait sacrifié sa fille pour maintenir son image d'autorité absolue découvrait maintenant qu'il avait trop cédé. Artaban,
lié par mariage à la famille royale, protégé par son statut militaire et conscient que Xerxès ne pouvait revenir sur sa décision sans admettre d'erreur, répondit avec une insolence calculée. Il rappela au roi que, selon les lois perses, le traitement d'une épouse relevait exclusivement de son mari. Pour Xerxès, ce moment fut un miroir cruel. La structure qu'il avait lui-même renforcée, l'absolutisme du souverain, la rigidité de la tradition, se retournaient contre lui. Il voulut intervenir, mais son autorité morale était fracturée. Sa décision lors de ce banquet avait initié une chaîne d'événements que même lui ne pouvait arrêter. Ainsi, le roi recula, prisonnier de sa propre image. À partir de ce moment, Amestris cessa d'être vue comme une victime et devint, pour beaucoup à la cour, un fantôme. Elle marchait lentement, les épaules courbées, évitant la lumière. Sa jeunesse se consumait sans bruit, comme une bougie qui s'éteint dans une pièce close. Les serviteurs affirmaient que dans son regard, il n'y avait plus d'espoir, ni de colère, ni même de tristesse, seulement l'acceptation silencieuse d'un destin auquel elle ne pouvait échapper. Et ainsi, sans avoir besoin de bourreau ni de chaînes, une princesse fut détruite de l'intérieur par la même structure de pouvoir qui devait la protéger. L'an 465 avant Jésus-Christ marqua un tournant brutal dans l'histoire de l'Empire achéménide et de manière plus intime dans la vie d'Amestris. Tandis que la cour restait plongée dans les intrigues habituelles, une conspiration silencieuse commençait à prendre forme dans les couloirs les plus sombres du palais. Artaban, dont le pouvoir avait grandi grâce à son mariage avec la princesse et à sa position militaire, décida de franchir le pas définitif, éliminer Xerxès. Le roi, vieilli par les défaites militaires, les tensions internes et la culpabilité silencieuse qu'il portait, devint une cible accessible pour ceux qui désiraient reconfigurer le destin de l'Empire. Les motivations du coup d'État étaient nombreuses et complexes. Disputes de succession, rivalité entre factions nobles, tensions entre prêtres et généraux. Mais il y eut un élément inquiétant, enregistré dans certaines sources postérieures. Artaban utilisa la souffrance d'Amestris comme partie de sa justification. Il affirma à certains alliés qu'un roi qui sacrifiait sa propre fille par orgueil ne méritait pas de régner. C'était un raisonnement perverti, presque grotesque, car il avait lui-même été le principal instigateur de cette souffrance. Cependant, les conspirateurs ne cherchaient non pas de cohérence morale, ils cherchaient des arguments convaincants. Et dans un empire régi par l'image, le récit pouvait être aussi puissant que l'épée. Le coup d'État fut exécuté avec précision. Par une nuit silencieuse, Xerxès fut assassiné dans son propre palais. Pendant 7 mois, Artaban contrôla le trône comme régent de facto, tirant les ficelles, manipulant les conseillers et gouvernant avec la froideur d'un homme qui croyait avoir enfin le destin sous son contrôle. Pour certains, il semblait que le général avait réussi l'impossible, passer de sujet à souverain. Mais les ascensions construites sur des fondations aussi fragiles durent rarement. Et l'Empire perse, avec son réseau complexe de loyauté, démontra rapidement qu'il n'était pas un territoire facile à soumettre. Artaxerxès, fils de Xerxès et demi-frère d'Amestris, rallia le soutien des secteurs fidèles à la lignée royale. Les nobles qui avaient observé avec méfiance l'ascension d'Artaban virent dans le jeune prince une opportunité de restaurer l'ordre traditionnel. Après une série d'affrontements internes, le général fut capturé et exécuté. Selon les registres, il mourut lors d'une confrontation à l'intérieur du même palais qu'il avait utilisé pendant des années comme scène de ses ambitions. Pour Amestris, la mort d'Artaban représentait, en théorie, sa libération. Mais la liberté qui arrive tard peut se ressentir comme une blague cruelle. Quand la nouvelle de la chute de son époux parvint à ses appartements, les serviteurs s'attendaient à la voir pleurer de soulagement, sourire ou du moins réagir. Mais Amestris ne montra rien. Les années d'isolement, de manipulation et d'épuisement émotionnel avaient fait vider son intérieur. La jeune femme qui avait jadis dansé lors d'un banquet royal n'existait plus. Il ne restait qu'une femme de 28 ans, avec le regard de quelqu'un qui avait vécu trop longtemps dans l'ombre. Artaxerxès, tentant de réparer l'irréparable, ordonna que sa position à la cour soit restaurée. Il lui assigna des appartements honorables, lui permettant une liberté totale. Mais la liberté, quand l'âme a été mutilée, n'est pas toujours un cadeau. Amestris quitta rarement sa chambre. Elle refusait les banquets, évitait les réunions et marchait dans les couloirs comme si le monde qui l'entourait n'était pas réel. Elle avait survécu, oui, mais elle n'était pas revenue à la vie. L'Empire célébrait la restauration de l'ordre, mais personne ne célébrait le retour de la princesse.
Elle-même ne se souvenait déjà plus comment faire cela. Les dernières années d'Amestris se déroulèrent comme un écho éteint à l'intérieur des murs de Persépolis. Bien qu'Artaxercès, désormais roi des rois, tenta avec une volonté sincère de lui rendre une place digne à la cour, la princesse ne possédait déjà plus les outils émotionnels pour se réintégrer dans la vie palatine. Elle avait passé trop de temps piégée dans un mariage qui la dépouilla d'identité, de volonté et d'espoir. La liberté, quand elle arriva enfin, trouva une femme qui ne savait plus quoi en faire. Les serviteurs racontent qu'elle quittait rarement ses appartements. Elle préférait la douce pénombre à la lumière du jour, comme si ses yeux avaient oublié comment regarder le monde sans peur. Parfois, des musiciens étaient envoyés pour égayer son séjour, suivant les instructions du roi. Mais un après-midi, lorsqu'ils commencèrent à jouer une mélodie qui ressemblait à celle qui avait résonné lors de ce banquet de 479, Ave Magillae C, le jour où son destin fut scellé, Amestris se leva d'un bond, poussa un cri qui glaça le sang des présents et détruisit les instruments de ses propres mains. Ensuite, elle tomba au sol, pleurant d'une manière que personne n'avait jamais entendue auparavant. Ce n'était pas de la tristesse, c'était la mémoire. Cet épisode fut la dernière tentative de la cour pour s'approcher d'elle. Ce qui suivit fut un silence profond qui enveloppa ses jours. Amestris parlait peu, mangeait juste ce qu'il fallait, et selon certaines chroniques, pouvait passer des semaines entières sans prononcer un seul mot. Son corps commença à s'affaiblir. Les médecins le décrivirent comme une maladie prolongée, mais des études modernes suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une détérioration physique résultant d'une dépression sévère ou même d'un lent refus volontaire d'aliments. Une manière silencieuse de prendre le contrôle de son destin après tant d'années où rien ne lui avait appartenu. Amestris mourut en l'an 457 avant Jésus-Christ, à 36 ans. Cependant, ceux qui l'avaient connu assuraient que sa véritable mort était survenue bien avant. Le jour où son père, aveuglé par l'orgueil et le désir de préserver son image de souverain parfait, accepta de livrer sa vie lors d'un banquet. Ce qui s'éteignit en 457, ce fut le corps, pas la femme. Celle-ci s'était perdue des années auparavant, entre le bruit des coupes levées et un serment prononcé sans réfléchir. L'histoire officielle de l'Empire achéménide ne la mentionne pas. Les inscriptions royales parlent de conquêtes, de temples, de tribus, mais pas de la souffrance silencieuse d'une princesse prise entre l'ambition de deux hommes. Ironiquement, son nom survit grâce à des auteurs étrangers, grecs surtout, qui recueillirent les fragments de sa tragédie comme exemple des excès du pouvoir absolu. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque nous lisons ces fragments et reconstruisons sa vie à travers les fissures de l'histoire, nous découvrons quelque chose d'inquiétant. Amestris n'est pas seulement un personnage antique, c'est un miroir. Sa tragédie nous oblige à regarder notre propre temps. Elle nous rappelle que la violence familiale ne laisse pas toujours de marques visibles, que le pouvoir peut détruire sans avoir besoin d'armes et que les silences de ceux qui devraient protéger peuvent être plus létaux que n'importe quel ennemi extérieur. Si cette histoire vous a ému, laissez votre réflexion dans les commentaires et rejoignez-nous pour continuer à explorer le côté caché et humain des empires oubliés.